C'est sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Alors cette émission commence un peu plus tôt à titre exceptionnel puisque notre invité ici, Patrick Gabriel Dion, a d'autres obligations, ce qui a fait que nous anticipions déjà cette émission afin que vous puissiez entendre ce qu'il va nous dire par rapport à son actualité. Patrick Gabriel Dion, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Alors vous êtes le président de la Fédération PCT, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces derniers temps, on ne vous a plus entendu, on entend très peu la voix de la majorité, notamment ici à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous fouillez les micros? Nous ne fouillons pas les micros. Nous sommes dans une période de réflexion politique suite à la situation dont vous êtes sans ignorer, notamment à l'actualité qui est très abondante, d'une part, et d'autre part, suite à la situation de crise économique, de crise politique, de crise financière, de crise sociale dont traverse notre pays. Voilà pourquoi nous avons pris le temps de la réflexion politique. Alors, crise sociale, crise économique, Patrick Gabriel Dion, mais pourtant, on entend toujours les autres, en fait, dénoncer cette crise. De votre côté, vous faites quoi? Vous mûrissez, vous cherchez des solutions? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, nous ne pouvons pas être dans la même position que l'opposition. L'opposition est dans la critique, une critique qui est juste, hein, que je respecte, puisque la situation économique du pays est très difficile, c'est vrai, mais je pense que nous avons dépassé le stade du constat, le stade de l'audit. Nous pensons, nous au niveau du parti qu'on est travaille, notamment de la Fédération PCT France, nous pensons qu'il faut passer à l'étape des propositions constructives en vue de pouvoir aider les autorités en place pour sortir le Congo de cette période de crise. Alors, tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est le PCT qui est aux commandes, hein, il faut quand même le dire, qui a raflé quasiment toutes les institutions aujourd'hui sont dans les mains du PCT. Ça veut dire que la solution se retrouve toujours au PCT. Non, on ne peut pas dire ça. Le PCT aujourd'hui n'est pas un parti État. Hier, enfin, après, c'est plus que la présidence de la République. Je me refuse d'accepter une telle assertion qui est facile. Le PCT, ce n'est pas le parti État. Dans le gouvernement de M. Clément, de son Excellence, M. Clément Mwamba, vous trouvez tous les partis. Vous avez les membres du parti qu'on travaille qui y sont, c'est vrai. Vous avez aussi, majoritaire, c'est vrai, mais vous avez aussi les membres de la majorité présidentielle qui y sont. Donc le PCT n'est pas un parti État, bien que dans le temps nous l'étions, et aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas une part de responsabilité. Nous acceptons que nous avons une part de responsabilité, mais le PCT n'est pas le parti État. Voilà, le PCT est le parti État. On va revenir ici à Paris, on repartira sur Brazzaville tout à l'heure. Alors, Patrick Gabriel Dion, vous suivez un peu l'actualité ici au sein de la diaspora. Vous êtes déjà intervenu ici sur Ziana TV pour dénoncer certains comportements. On voit de plus en plus d'images en ligne. Hein. La première dame a été visitée, le domicile de M. Willy Etoka, qui est conseiller président de la République, a été aussi visité. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? On est passé de l'ambassade maintenant au domicile privé. Est-ce que vous pensez que c'est un droit légitime pour les Congolais d'aller voir ces personnes à leur domicile ou bien c'est un abus? Ce n'est pas un droit légitime. C'est un abus. C'est un mauvais comportement que nous condamnons avec la plus ferme énergie. Nous ne pouvons pas accepter que le Congolais, qui était un homme pacifique, un homme de dialogue, un homme de la communication, un homme qui débattait sur la place publique, puisse être en mesure aujourd'hui d'être un homme violent, un homme qui développe la culture de la violence. Nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude-là. Hier, bien sûr, ils avaient des revendications, les fameux indignés, ils avaient des revendications, ils allaient attaquer les édifices administratifs de l'État congolais, qui constituent le patrimoine de l'État congolais, notamment l'ambassade, notamment les services de l'OGS. Aujourd'hui, ils changent de fusil d'épaule, ce n'est plus les édifices, ils ont compris qu'ils se sont en train de s'auto-détruire, puisqu'en détruisant l'ambassade, vous vous autodétruisez vous-même, d'une part, et d'autre part, vous ternissez l'image extérieure du pays. Et maintenant, ils ont changé de fusil d'épaule, c'est maintenant aller au domicile des individus, des citoyens, hein, détenteurs de l'autorité publique peut-être, mais c'est quand même la vie privée des gens. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes mécontent de quelque chose, mécontent de la gestion publique, aller attaquer Madame Antoinette, aller visiter Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, aller visiter les conseillers du chef de l'État ou encore les ministres. Ce sont des comportements barbares, ce sont des comportements qui sont anti-citoyens, des comportements inciviques que nous condamnons. Alors, des comportements que vous condamnez, et pourtant, ceux qui sont à l'origine de ces comportements justifient cela par rapport à la situation locale. Ce n'est pas une raison. Oui. Il faut savoir que nous sommes tous... Mais quand les indignés vous disent, par exemple, que hier nous avons reçu ici, en expliquant, ben voilà, Madame Sassou, elle vient se soigner ici à Paris, alors qu'au même moment, le CHU est fermé du côté de Brazzaville, et que les Congolais lambda ne peuvent pas bénéficier des soins appropriés. Autant je suis sensible à la situation du CHU, à la situation du peuple congolais vis-à-vis donc justement
de la fermeture temporaire du CHU et que la population congolaise, notamment celle de Brazzaville, n'a plus accès aux soins dans notre plus grand hôpital, autant je ne peux pas me prononcer sur leur attitude. Je me refuse de cautionner leur attitude vis-à-vis de Mme Antoinette Sassou Nguesso. Parce que c'est une citoyenne congolaise. C'est sa vie privée. Elle a le droit de pouvoir se faire soigner où elle veut, de la même manière que tout citoyen congolais a la possibilité. Peut-être pas la possibilité de prendre l'avion, venir à Paris. Monsieur Cyr Makosso, en France, il y a beaucoup de Congolais qui viennent se faire soigner. Donc, il n'y a pas de raison que Mme Antoinette Sassou Nguesso ne puisse pas venir en France pour se faire soigner. Cependant, je suis sensible, je comprends très bien qu'il aurait fallu que, effectivement, que nous ne puissions pas connaître la situation du CHU pour que tout le monde puisse être en mesure de se faire soigner au niveau du CHU. Donc par rapport à cela, vous comprenez quand même l'indignation aussi. Nous comprenons l'indignation, effectivement, oui. Nous comprenons l'indignation, mais nous ne cautionnons pas l'attitude qu'ils ont eue, notamment d'aller attaquer, d'aller visiter le domicile de Madame la Présidente. Tout en sachant qu'il n'y a pas eu de violence par rapport à heureusement. précédentes visites. Alors, Patrick Gabriel-Jean, il y a aussi, en restant toujours sur Paris, ce débat aujourd'hui, nord-sud, entre les nordistes qui soutiennent d'une manière, je dirais, indéfectible Denis Sassou Nguesso, et les sudistes qui estiment que finalement, si le nord ne bouge pas, en fait, la situation ne bougera pas du côté de Brazzaville. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, leur analyse. Je ne suis pas d'accord pour la simple raison que M. Cyr Makosso ne nous a pas échappé, que la situation de crise que traverse le pays, c'est une crise économique, c'est une crise politique, c'est une crise sociale, c'est une crise financière. Elle s'adresse à l'ensemble des Congolais. C'est tout le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est victime de cette situation. La crise n'est pas que nordique, la crise n'est pas que sudique, la crise ne concerne pas que les Congolais du nord ou les Congolais du sud, non, elle concerne tout le monde. Donc je ne partage pas cette analyse-là de dire que voilà, les nordistes seraient du pouvoir ou que les... Non, c'est archi faux. Il y a des nordistes qui ne sont pas du pouvoir. Il y a des nordistes qui sont des citoyens lambda, des citoyens normaux, qui vivent une vie normale, qui sont victimes également de cette situation de crise. Donc à ce moment-là, pour vous, en fait, ces rélons plus ou moins tribaux qui arrivent dans le débat n'ont pas leur place. N'ont pas leur place, ils sont à condamner. Parce que on n'a pas, déjà la crise est suffisamment profonde, on n'a pas besoin de ces élans tribaux, de ces élans ethniques, de ces élans claniques pour pouvoir encore diviser le peuple. Non, alors, on n'en a pas besoin. Pas diviser le peuple, mais on sent quand même aussi une diaspora qui est, elle, très divisée, en fait, notamment remontée par rapport à Brazzaville. Mais la diaspora a toujours été divisée. Hein? D'une part, vous avez la diaspora qui soutient le Parti congolais du travail, les partis de la majorité présidentielle, le pouvoir, et vous avez d'une part une partie de la diaspora qui est dans l'opposition et chacun joue son rôle. Mais actuellement, nous pouvons, au lieu d'être dans le constat, au lieu d'être dans l'indignation, ça serait mieux que nous puissions passer à la phase active, celle de la réflexion et celle de la proposition, des propositions concrètes, celle de la critique, mais une critique constructive. Alors, des gens qui critiquent aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, qui estiment qu'il n'a plus la place puisque le pays est à la banqueroute, est-ce que vous pensez que ce discours-là n'est pas constructif? Ce discours n'est pas constructif parce que son Excellence le président Denis Sassou Nguesso n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il est passé par la voie des urnes. Il a gagné honnêtement l'élection présidentielle. C'est pourquoi il est devenu président. Bon, mais ils sont dans leur rôle, ils peuvent toujours contester. Hein. Ils sont dans leur rôle, ça a toujours été ça. Par contre, je suis d'accord avec eux lorsqu'ils estiment que la gestion du chef de l'État, le management politique du chef de l'État a donné le fruit que nous avons aujourd'hui. Mais moi, je peux me permettre de dire que la crise que nous vivons actuellement n'est pas née du jour au lendemain. C'est une crise qui est le fruit de tous les gouvernements successifs depuis vraiment une vingtaine, une trentaine d'années. Une vingtaine d'années, vous avez Denis Sassou Nguesso, une trentaine d'années, vous allez encore l'avoir aussi, hein, normalement. Oh, puisqu'il y a la parenthèse des Souba, si vous remontez à 30 ans... Ben, pourquoi vous dites que c'est une parenthèse? Mais aussi, il y a les 5 ans de son Excellence, M. Pascal Lissouba, vous avez aussi les guerres qui se sont succédées aussi, qui font en sorte que finalement on a repris le pays pratiquement à zéro. Il fallait reconstruire encore le pays avec tous les différents programmes de municipalisation accélérée, heureusement, qui ont donné vraiment, qui ont posé les jalons, les infrastructures de base qui permettent aujourd'hui de pouvoir permettre de faciliter le développement économique et social du pays. Alors, ce développement social et économique, Patrick Gabriel-Jean, on a du mal, en fait, à le ressentir aujourd'hui quand on voit la situation sociale dans laquelle les Congolais sont plongés, notamment
sur le plan, je dirais, financier, les salaires qui sont impayés, les grèves qui arrivent un peu par-ci par-là, ça montre quand même qu'on est dans une situation qu'on n'a pas maîtrisée dès le départ, malgré la manne financière. Et ça, on vous le reprochera toujours, en fait, au niveau du PCT, ou notamment vous qui avez géré le pays jusqu'à maintenant. Aucun homme politique responsable, digne de ce nom, ne peut être content de la situation actuelle que le peuple congolais traverse. Les salaires qui sont impayés, que ce soit pour le CHU, l'Université Marine-Ngouabi, et j'en passe, personne, aucun homme politique, qu'il soit de droite ou de gauche, qu'il soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, ne peut être content de cette situation. Parce que ce sont des familles entières, ce sont des ménages entiers qui souffrent de cette situation. Je dis que nous avons, nous, le pouvoir, nous, le PCT, encore que le PCT n'est pas parti État, nous, la majorité présidentielle, nous avons une grande part de responsabilité dans la situation de crise que traverse le pays. Mais ce n'est pas suffisant d'accepter la responsabilité. Moi, je pense qu'actuellement, il faut passer à la phase active. C'est-à-dire, il faut maintenant réfléchir sur comment changer nos comportements, comment changer notre gestion, comment changer notre management politique, notre management économique, comment changer la gouvernance du pays, de telle sorte que, de situation de crise, hier nous n'étions pas en situation de crise, nous avons un certain nombre de comportements, un comportement de consommation lambda. Aujourd'hui nous sommes en situation de crise, normalement, nous devrions changer notre comportement en matière de consommation, en matière d'investissement. Bref, toute notre gouvernance doit être changée, pour être adaptée par rapport à la situation de crise que nous traversons. Est-ce que vous pensez que les hommes qui ont échoué hier ont la légitimité aujourd'hui d'apporter ou notamment d'être les chantres de ce changement de comportement? Mais je pense que toute personne peut changer. Toute personne peut changer. Hier, si vous gagnez 2000 € de salaire, et qu'il y a une restructuration du personnel dans votre entreprise, bien une baisse des salaires, ce qu'on ne souhaite jamais, de 2000 € par mois que vous gagnez, vous passez à 1000 €, vous êtes obligé de changer votre comportement. Tant même que vous étiez gourmand, tant même que vous avez des consommations, des habitudes de consommation très élevées, vous roulez en voiture, vous ne prenez pas de métro, vous ne prenez pas de bus, tout et tout. Lorsqu'on vous réduit votre salaire de moitié, vous êtes obligé, vous en tant qu'individu qui hier était dans l'opulence, aujourd'hui, vous êtes obligé de changer vos comportements. Vous ne prenez plus la voiture, vous allez prendre le bus. Vous ne prenez plus la voiture, vous devez prendre le métro. Mais sauf que les 4x4 continuent. Hein. Ceux qui avaient des 4x4, ils continuent toujours à rouler en 4x4. Alors, ce n'est pas une situation réjouissante. Oui. Je dis que c'est aujourd'hui, compte tenu de la situation de crise que nous traversons, tout le pouvoir, toutes les institutions, tout le gouvernement, nous devons changer notre comportement, notre façon de vivre, notre façon de consommer. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir la même attitude. Hier, quand on était en excédent budgétaire, oui, et qu'aujourd'hui, on a cette crise, qu'on puisse avoir le même comportement. Non. Il nous appartient, nous, en tant qu'hommes politiques, en tant que responsables, en tant qu'hommes au pouvoir, de changer nos comportements. Depuis le pouvoir législatif, depuis le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, tous les trois pouvoirs doivent changer leur attitude en situation de crise et montrer l'exemple. Voilà, montrer l'exemple. Il y a un homme qui est arrivé récemment à Paris, c'est Rodolphe Adada, le nouvel ambassadeur. Nous avons déjà interrogé après son discours lors de la célébration du 57e anniversaire au sein de l'ambassade. Il arrive avec, est-ce que vous pensez qu'il apporte un nouveau management, puisqu'il annonce désormais que des services notamment qui sont dus aux Congolais, devraient se faire d'une manière un peu plus simplifiée grâce aux nouvelles technologies? Alors moi, je loue l'initiative et le nouveau management que son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel Rodolphe Adada amène sur la place de Paris, notamment en France. Il a amené un nouveau management, il a amené une nouvelle organisation, une nouvelle direction au niveau de l'ambassade. Effectivement, il nous a fait beaucoup d'annonces, qui sont des annonces extrêmement intéressantes. Alors, certains se disent peut-être qu'il ne les tiendra pas, parce qu'annoncer c'est une chose, après les tenir, quand on voit le contexte que vous avez décrit par rapport au pays, c'est peut-être un peu... Donnons-lui le bénéfice du doute quand même. Donnons-lui le bénéfice. Nous sommes des intellectuels, on ne peut pas analyser quelqu'un tant qu'il est encore sur la phase des propositions. Laissons le temps au temps, et nous allons voir dans un an si ce qu'il a annoncé hier, lors du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo, il tiendra parole ou il ne tiendra pas parole. Moi je pense, il nous a annoncé 2-3 grandes choses, des mesures phares. Première mesure, il nous a dit qu'en 2018, il va organiser un forum social pour la diaspora. Nous attendons. Il nous a annoncé également que l'ambassade, en négociation avec
le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale des Congolais de l'étranger va avoir la compétence de pouvoir produire, fabriquer, produire ici en France, délivrer les passeports. Il nous a également donné une troisième mesure phare, que voilà, à partir de l'année prochaine, les actes d'état civil seront délivrés en ligne. Non seulement il crée du nouveau, mais il modernise l'organisation et le fonctionnement de l'ambassade. Au lieu d'avoir des queues immenses et interminables, les citoyens qui quittent les provinces, les régions, qui viennent jusqu'à Paris, il faut prendre un jour entier de RTT pour venir résoudre un problème administratif. Il nous annonce là des choses qui sont très intéressantes et nous attendons voir effectivement ces choses-là. Mais déjà, ceux qui travaillent à l'ambassade et nous qui fréquentons beaucoup l'ambassade, nous constatons qu'il y a un grand changement dans la réception, dans l'accueil et dans l'organisation de l'ambassade. Fallait-il attendre l'arrivée d'Adada pour bénéficier de tout cela ou pour annoncer ces choses-là? Écoutez, chaque chef vient avec un œil, une nouvelle vision, une nouvelle politique. Pourquoi pas hein? Nous avons hier son Excellence M. Henri Lopez. Il avait son management, il avait sa façon de faire, voilà, et qui est arrivé là, à mon avis à bout. Adada. Là, nous avons un nouveau management de son Excellence l'ambassadeur Rodolphe Adada, que nous louons. Très bien que vous louez. Alors, on va déjà commencer par prendre quelques interpellations en ligne. Donc, vous avez en fait François Jean Médard Matsuma qui dit ceci. Désolé, mais ce n'est pas une crise financière ni même économique, mais c'est une crise due à la mauvaise gouvernance. Gabriel Dion. Alors, moi, je le comprends. Je dis que vous avez partiellement raison. Une bonne partie, effectivement, de cette crise est due à la gouvernance, hein, qui est une gouvernance, à mon avis, perfectible. Mais une autre partie, effectivement... elle est bien financière, hein, parce que nous avons le problème de la dette qui est là, nous avons le problème des salaires qui sont impayés, c'est bel et bien les aspects financiers de cette dette, de cette crise. La crise, elle est profonde, cher ami. Je suis d'accord avec vous. La crise, elle est profonde. Elle n'est pas que sur le plan de la gouvernance. Elle est aussi sur le plan économique, elle se situe aussi sur le plan financier, elle se situe aussi sur le plan social. Mais je suis d'accord avec vous, une grande partie de cette crise a une origine de gouvernance. Alors, juste pour répondre à Christian Farret qui pose la question, c'est qui ce monsieur? Ce monsieur, c'est Patrick Gabriel Dion, qui est le président de la Fédération France et qui est là en tant que citoyen issu de la diaspora pour échanger avec nous par rapport à l'actualité congolaise. Alors, vous avez aussi Faustin Roger Mbungu qui dit « Quel toupet, vous opposez le droit, pour ce qui est du Congo, c'est plus qu'une vie de l'esprit. À la misère du peuple congolais. Votre analyse de la situation du pays est biaisée, l'objectivité ne fait pas partie de votre quotidien. » Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, cher ami Faustin, c'est ça? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que personne aujourd'hui ne peut récuser qu'au Congo, il y a une crise. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit les hommes politiques de l'opposition ou de la majorité présidentielle, tout le monde est d'accord qu'au Congo, il y a une crise. Elle n'est pas politique seulement, elle est aussi économique, elle est aussi financière, voire aujourd'hui sociale. Donc je ne biaise rien, je suis très objectif, j'accepte la situation. De toute façon, les faits au Congo sont têtus, sacrés, et le discours est libre. Voilà, le discours est libre, c'est celui aussi de Christian Farel qui dit « Vous êtes à côté de la plaque, le changement de comportement ne se décrète pas, la justice doit passer pour établir les responsabilités, un point c'est tout. » Je suis d'accord aussi avec lui, qu'effectivement, il s'est installé au Congo une culture de l'impunité. Je suis d'accord avec vous, une culture de l'impunité. Si le troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, faisait son boulot, je pense que nous n'en serions pas là. Je suis d'accord. Mais moi, je vais un peu plus loin aussi, cher ami Faustin. Je pense que Faustin, c'est Christian. Christian plutôt. Cher ami Christian, je vais un peu plus loin. Je pense que pas seulement le pouvoir judiciaire, même le pouvoir législatif devrait aussi être beaucoup plus actif, faire aussi son travail. Parce que le pouvoir législatif, c'est les deux chambres, hein, la chambre haute et la chambre basse, particulièrement l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc les députés et les sénateurs ont plusieurs attributions, parmi lesquelles l'attribution du contrôle gouvernemental, de l'action gouvernementale. S'ils faisaient très bien leur boulot, ils contrôlaient l'action gouvernementale, ils pourraient arriver à sanctionner le gouvernement de Clément Mwamba ou sanctionner les ministres qui sont gestionnaires et comptables des actes qu'ils ont posés. Et donc, la culture de l'impunité fait en sorte que nous gardons dans le gouvernement et des ministres compétents et des ministres incompétents. Enfin, on entendrait que ça tirait de l'opposition par rapport au discours Patrick Gabriel Dion. Non, 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 je suis objectif, c'est tout. Je suis objectif parce que la Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Ouais. Le gouvernement de Clément Mwamba est un gouvernement qui est un gouvernement actif, hein, ça veut dire un gouvernement d'action. C'est un gouvernement actif, c'est vrai. Oui. Et n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons les fruits qui sont là. Nous avons
une situation de crise économique, une situation de crise politique, une situation de crise sociale. J'appelle ce gouvernement, de tous mes voeux, de réfléchir pour pouvoir trouver les pistes de solutions, les pistes de sortie de crise. C'est ça le plus important. Alors, le plus important, ce n'est pas de dire qu'on est actif. Le plus important, c'est de trouver les solutions aux problèmes actuels. Donc vous trouvez qu'aujourd'hui, le gouvernement, en fait, a du mal à trouver des solutions? Non, non, non. Le gouvernement est actuellement confronté à cette situation parce que nous connaissons de façon macroéconomique d'où vient cette crise. Cette crise, elle est d'origine pétrolière. La chute des prix du pétrole a fait en sorte que d'excédents budgétaires que nous avions jusqu'aux années 2014, à partir de 2014, nous connaissons cette crise-là puisque le prix du baril du pétrole a chuté. De 100 $, il est passé pratiquement à 35. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement de Clément Mamba puisse être confronté à cette crise-là. Donc, nous ne pouvons pas rester sur le stade du constat. Oui, on est en crise, on est en crise, on est en crise. C'est depuis 2014. Il faut passer à la phase de la réflexion et de trouver des pistes de solutions. Et il y en a, les pistes de solutions. Est-ce que ce gouvernement n'est pas pléthorique? Est-ce que la première piste, ce ne serait pas déjà de réduire le gouvernement soit de moitié par rapport à la situation? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je serais favorable à ce qu'effectivement, on ne doit pas seulement s'arrêter là, hein, à l'aspect pléthorique du gouvernement. On peut aller encore plus loin aussi. Plus loin aussi, par exemple, moi je pense que parmi les nombreuses mesures que le gouvernement peut prendre, parmi les différentes réformes que le gouvernement peut mettre en place, il doit mettre en place des réformes sur le plan budgétaire, les réformes sur le plan des recettes, sur le plan des dépenses. La première réforme, les premières mesures qui doivent être prises par tout pays en période de crise, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est-à-dire réduire les recettes ayant diminué. Il est tout à fait normal et logique qu'on réduise les dépenses de l'État. Et quand on va réduire les dépenses de l'État, oui, on commencera par les salaires. Et après, on réduit tout ce qui est budget de fonctionnement, tout ce qui est budget d'investissement. Donc, comme ça, on va s'adapter par rapport à ce qu'on a pu soulever. Hier, on avait par baril 100 $. Aujourd'hui, c'est maintenant 30-35. Donc, les recettes ayant diminué drastiquement, on ne peut pas continuer le même train de vie. C'est-à-dire qu'un ministre qui gagnait hier 15 millions, pourquoi on ne doit pas diminuer son salaire à 10 millions? Il vivra toujours bien, il n'y a pas de souci. Au lieu de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on peut commencer par là. Effectivement, le nombre des ministres étant pléthorique, on peut aussi les diminuer. Faire en sorte que nous puissions avoir une équipe gouvernementale réduite, restreinte, pour faire face à la crise. Nous sommes en période de crise. Il faut un comportement de crise. Voilà, un comportement de crise. Alors, je veux juste dire à Bimb Alma Prel, hein, qui dit, ben voilà, vous êtes habillé comme un général kimbanguiste, ben il faut le rassurer que vous êtes bel et bien une personnalité aujourd'hui à Paris dans l'église kimbanguiste, et que si on vous a reçu très tôt parce que vous devrez partir. Donc vous avez tout à fait raison, il n'est pas là pour représenter l'église kimbanguiste, mais c'est d'abord en tant que citoyen pour s'exprimer par rapport à la situation du Congo, juste pour le dire à notre ami Bimb Alma Prel. Alors il y a Thomas Renoir qui dit ceci, Patrick Gabriel Dion, quelle est votre analyse de l'affaire Gunvor et les Panama Papers? Il y a un peu de la vérité et un peu aussi de la politique là-dedans. Hein, parce que vous l'aurez remarqué, on a cité beaucoup de noms, des noms aussi des autorités congolaises que je ne citerai pas ici, pour des raisons de respect, des noms des autorités françaises, européennes et consorts, tout et tout. Mais il ne vous a pas échappé, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Tom Renoir. Alors, M. Tom Renoir, il ne vous a pas échappé, curieusement. Il n'y a aucun nom américain. Il n'y a aucun nom américain sur la liste des Panama Papers. Donc je me dis, il y a une dimension objective qui est peut-être vraie, des gens qui sont beaucoup friqués, qui ont beaucoup d'argent, qui les placent de gauche à droite, dans le cas du blanchiment et consorts, c'est vrai, mais curieusement, il y a des Russes. Dans la liste, il y a des Russes, il y a des hommes russes qui sont dedans, mais il n'y a aucun Américain des USA dans cette liste-là. Donc je me dis que c'est un peu politisé quand même. Voilà, donc un peu politisé. Alors il y a comment il s'appelle, Garcia Arnaud, qui dit la chose suivante: la chute du baril de pétrole n'est pas seulement la cause directe, mais c'est la boulimie et la gabegie financière. Je me dis que dans la gestion d'un pays, public d'un pays, dans le management politique d'un pays, il y a des êtres humains, des acteurs politiques, dont l'organisation, dont le fonctionnement reste perfectible. Nous sommes un jeune pays,
nous sommes en train de mettre en place les bases de la structure qui permettra à ce que le pays puisse être émergent d'ici l'horizon 2025-2030. Les fautes ne peuvent pas manquer. Notre gestion est perfectible. Donc, je suis d'accord aussi que la chute du baril du pétrole n'est pas la seule explication, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, mais ça a été quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça veut dire que le vase était déjà plein pour des considérations de mal-gouvernance. Oui. Voilà, les considérations de mal-gouvernance, Patrick Gabriel. Donc, je rappelle pour vous que nous suivez, vous êtes en direct sur Ziana TV, c'est 100% direct. Notre invité est Patrick Gabriel Dion, président de la Fédération PCT France, qui vient avec nous parler, bien sûr, comme dans le cadre de cette émission, de l'actualité. Et bien sûr, vous pouvez l'interpeller à tout moment. Patrick Gabriel Dion, le PCT, on l'a vu, a quand même raflé la mise, hein, pour le monde des législatives. On a vu quand même des incidents ici et là. Finalement, vous avez toutes les institutions en main. Qu'est-ce qui vous manque pour reformer le pays? Je suis d'accord avec vous que mais le fait que le PCT ait gagné l'élection présidentielle, les élections législatives, nous avons raflé effectivement beaucoup de sièges au niveau des deux chambres, hein, oui. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, dans les collectivités aussi, même dans les collectivités aussi. Oui. Cela s'explique, hein. Cela s'explique parce que le PCT, c'est le parti le plus vieux du Congo. 2, c'est le parti le plus implanté. 3, le plus organisé, qui a un fonctionnement national attractif, qui a fait en sorte que nous puissions... Voilà. Ça, c'est de 1. On accuse aussi des candidats de PCT aussi. Écoutez, mais l'opposition est dans son rôle. Hein. L'opposition est dans son rôle, c'est sa rhétorique habituelle. Il n'y a pas que le PCT. On triche. Non. Là, vous êtes un peu de mauvaise foi, si vous permettez, Patrick Gabriel, puisque vous avez quelqu'un qui est très très proche de la majorité, M. Aziz Dominique de Marseille, qui lui aussi a dénoncé en fait ces fraudes, puisqu'il a été candidat là-bas du côté de Kélé, ou je ne sais plus, dans la partie septentrionale du pays. Écoutez, les dénonciations de M. Azil de Marseille n'appartiennent qu'à lui. Certainement, il est détenteur des éléments qui lui permettent de faire ces affirmations. Mais moi, je ne peux pas me permettre de dire que le PCT a triché à quelque niveau que ce soit. Pas du tout. C'est l'organisation, l'historicité, le fonctionnement, l'implantation géographique nationale sur l'ensemble du territoire qui fait que le PCT puisse gagner. C'est tout. Voilà, le PCT qui gagne, aujourd'hui, je vais pas avoir la question, je sais pas que je vous ai coupé, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à reformer le pays de fond en comble, puisque là, il n'y a pas vraiment... Mais le PCT n'est pas un parti État, hein, pour reformer le d'accord, mais vous avez la majorité au Parlement, voilà. Donc il faut quand même engager le contrôle du gouvernement, c'est aussi vous qui pouvez le faire, je veux dire, au niveau de la majorité, puisque le PCT a la majorité. Le PCT, une fois de plus, M. Sir Makosso, c'est pas un parti État. Il n'a pas pour vocation de pouvoir reformer le gouvernement, reformer l'État. Non, l'État a toutes les couches civiles de la nation en son sein. Il y a tous les partis, il y a tous que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit les organes de l'opposition, ils travaillent au sein de l'État en tant qu'organe représentatif du pays à l'étranger. Donc, ça n'est pas de souci. Mais le PCT en tant que tel n'est pas un organe qui est là pour pouvoir reformer le pays, reformer le gouvernement en tant que tel. Par contre, oui, dans les différentes sphères dans lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement, nous pouvons reformer l'organisation et le fonctionnement du Sénat, de l'Assemblée nationale. On peut le faire aussi au niveau du Sénat, puisqu'effectivement, nous avons la majorité des sièges au niveau du Sénat. Ça, je vous l'accorde. Mais on vient juste de gagner, là. Donc, laissez un peu le temps à ces députés, à ces sénateurs. De la victoire. Non, de jouir, c'est trop dire. Laissez-leur le temps de réfléchir, d'analyser la situation de crise dans laquelle nous sommes et pour qu'ils puissent être force de proposition. Le secrétaire général est devenu président du Sénat. Que devient le parti finalement? Nous sommes très heureux que le premier d'entre nous, son Excellence, le secrétaire général du Parti congolais du travail, le vénérable président du Sénat. Il est passé honorable à vénérable. Hein. Bon, c'est ce que j'ai compris, que les sénateurs, on les appelle comme ça. Hein, moi, j'ai l'habitude de l'appeler Excellence. Bon, enfin bref, nous sommes très honoreux, très contents, très heureux que le secrétaire général ait pu avoir donc accédé à cette fonction, cette haute fonction de président que devient le parti finalement? Bon, lui étant parti, le parti congolais du travail fonctionne toujours très bien. Il n'y a pas de crise au sein du Parti congolais du travail. Le fait que le secrétaire général Pierre Ngolo ait été hissé
au rang de deuxième personnalité de la République en tant que président du Sénat, le fait qu'il cumule les deux fonctions actuellement, c'est-à-dire en même temps il est secrétaire général du Parti congolais du travail, en même temps président du Sénat, il n'y a aucune incompatibilité statutaire. Ok? Il n'y a aucune incompatibilité. Il vous souviendra, M. Cyr Makosso, que dans l'histoire du Parti congolais du travail, dans l'histoire des institutions congolaises, il fut une période où nous avons M. Noumazalaï, qui était en même temps président du Sénat congolais, en même temps secrétaire général du Parti congolais du travail. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le parti fonctionne bien. Là, nous nous acheminons vers le Congrès, et c'est le Congrès qui fera le point du rapport des 5 ans, je dirais 6 ans, où a dirigé le camarade Pierre Golo, et on verra avec, à l'issue de ce congrès, s'il restera là en tant que secrétaire général, ou bien si on fera une restructuration. Enfin, ce congrès a été annoncé depuis longtemps, hein, Patrick Gabriel Dion, il ne s'y tient toujours pas. Est-ce que, tel qu'on dit que le PCD n'a pas d'argent pour organiser le congrès, ou bien une crise qui s'est larvée entre certaines personnalités proches de la famille présidentielle et le bureau du PCT qui fasse en sorte que pour l'instant on est en train d'ajuster les cartes? Non, 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 on ne peut pas dire que le PCT ne reçoit aucune influence de la famille présidentielle. Ça, c'est encore quoi cette histoire-là, M. Cyr? Enfin, ben, écoutez... Soyons sérieux. Hein? Le PCT est une structure politique qui fait partie... Le PCT est au Congo, donc le PCT subit, comme toutes les formations politiques, la crise économique et financière qui s'est vue au Congo. Donc, c'est vrai, notre congrès devrait avoir lieu l'année dernière, mais pour des raisons de calendrier politique, ça a été reporté pour cette année-ci. Et je pense que la crise aussi est peut-être passée par là aussi. Mais le congrès aura bel et bien lieu. On entend parler du premier trimestre de 2018. On entend parler, on n'a pas encore l'information officielle, mais on entend parler qu'au premier trimestre 2018, le congrès du Parti congolais du travail aura bel et bien lieu. Voilà, un congrès qui aura lieu. Alors, il y a donc Dia Kimbembe Jacob, hein, qui pose la question suivante: où se trouve l'argent des générations futures et où se trouve la tombe du débat? Bon, ça, après, je ne sais pas si vous avez plus d'infos par rapport à ça. Alors, moi, je sais qu'effectivement, l'argent des générations futures, je pense qu'il y a des ministres bien habilités à répondre à cette question. Moi, je ne suis pas ministre du gouvernement. Oui. Je ne peux pas me permettre de pouvoir faire des affirmations qui n'ont pas de fondement financier. Donc on laisse à M. Ondongo et M. Ganongo de pouvoir répondre. Voilà. Et la tombe de débat, vous savez peut-être ce qu'est la tombe de Massamba Débat? La tombe de Massamba Débat. C'est une très bonne question. Voilà, on a bien compris. Je ne sais pas quel est l'intérêt de cette question, hein, parce que moi, en tant que président du Parti du travail, je devrais savoir où était l'intérêt. Enfin, je pense que Jacob Kimbembe qui nous écoute pourrait peut-être repréciser sa question, puisque M. Dion, aujourd'hui, qui est président de la Fédération France, n'a pas, je dirais, de réponse par rapport à cette affaire liée à la tombe de Massamba Débat. Alors, il y a Armand Boko qui dit la chose suivante. Qu'en est-il du pouvoir exécutif? Rappelons qu'à sa tête se trouve le président de la République qui nomme un Premier ministre et qu'il faut révoquer si le travail est mal fait. Pourquoi accuser des ministres subalternes si la tête est pourrie? Quand les enfants sont mal éduqués, cela ne relève pas de la responsabilité du père? Alors, moi, je n'aimerais pas qu'on rentre dans le cadre de la vie privée des uns et des autres. Je ne suis pas venu ici pour porter des jugements de valeur sur l'éducation des enfants, non, pas du tout. Nous avons un exécutif qui est bicéphale au Congo, conformément à notre nouvelle constitution. Nous avons le président de la République et nous avons le chef du gouvernement, le Premier ministre. Effectivement, le président de la République nomme le Premier ministre et le Premier ministre forme le gouvernement. Le président de la République préside les destinées de la République et le gouvernement gouverne, gère donc le pays. Ça fait 1 an que ce gouvernement a été mis en place. Hein? Globalement, je parle de Clément Mwamba. Oui. Je ne parle pas de la restructuration qui a eu lieu dernièrement. Donc, globalement, 1 an. Personnellement, c'est un point de vue personnel. Hein, je pense qu'il est trop tôt quand même, hein, trop tôt de pouvoir demander des comptes à un gouvernement qui n'a fait que 1 an. Je pense que 2 ans, 2 ans et demi, nous permettront quand même de voir un peu plus clair sur la gestion des affaires du gouvernement de Clément Mwamba. Attendons voir. Attendons voir, il y a Joe Arthur qui pose la question suivante. Quelle similitude faites-vous sur la crise actuelle avec l'autre crise, celle de 429, qui entraîna votre chef Sassou hors jeu? Pourquoi êtes-vous toujours à l'origine de toutes les crises que le Congo a subies?
On ne peut pas dire que nous sommes Ça, à c'est l'origine. Oui, monsieur Arthur, c'est une... vous savez, il y a des variables comme ça, hein. Il y a des variables aléatoires, il y a des variables déterministes, il y a des séries noires comme ça. Voilà. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de créer la similitude. Le plus important actuellement, vous le savez, comme moi, le pays traverse une situation économique difficile, une situation sociale difficile, les fêtes arrivent, tout et tout. Donc, il faut beaucoup plus être dans la phase de la réflexion. Comment faire pour trouver des solutions pour résoudre ce problème de crise, afin que justement nous puissions rétablir les équilibres macroéconomiques de nos agrégats. Parce que vous le savez très bien, tous les agrégats macroéconomiques sont pratiquement au rouge. Voilà, et nous ne sommes pas les seuls, hein, pour le problème de la dette, pour le problème de la crise. C'est tous les pays de la CEMAC qui sont dans cette situation. Puisque l'ensemble, en dehors du Tchad peut-être, l'ensemble des pays de la CEMAC sont tributaires du pétrole, et tous ceux qui ont comme principale recette budgétaire le pétrole sont dans la crise. Les autres ont pu avoir des aides de la part du Fonds monétaire international. Nous, pour le moment, nous sommes encore dans les pourparlers avec le Fonds monétaire international. J'ose croire, je souhaite de tout cœur que le Fonds monétaire international puisse arriver à nous aider, puisque ça rentre dans le cadre de ses prérogatives, nous aider pour l'équilibre des agrégats macroéconomiques, pour la sortie de crise économique et financière dans laquelle nous traversons. Alors, il y a plusieurs remarques, mais je vais déjà prendre rapidement la question de Bim Almaprel, qui est: quel est votre avis concernant les biens mal acquis de la famille Nguesso, notamment l'acquisition de Jean-Jacques Bouya de 2 immeubles au Québec au coût de plus de 3 millions de dollars? Chaque opérateur économique, chaque citoyen congolais, chaque acteur politique, chaque individu est responsable des actes qu'il pose. Donc moi, je ne peux pas répondre de la vie privée des individus comme M. Bouya et autres. Donc, il appartient à la justice française et à la justice congolaise, à la justice québécoise, s'ils estiment que ces biens sont mal acquis, de pouvoir faire justice. C'est tout. Moi, je n'ai pas à répondre aux questions concernant la vie privée des individus. Alors, quelques observations, Patrick Gabriel Dion, par rapport aux réponses que vous avez données, notamment sur vos dernières victoires, hein, notamment aux législatives. Ça fait 32 ans que vous gagnez déjà, donc c'est un peu surprenant que vous gagnez toujours. Monsieur Dion est dans l'autosatisfaction de ce régime, alors que la réalité est catastrophique, avec un semblant d'objectivité. Le PCT, dit Tom Renoir, est la cause du malheur des Congolais. 32 ans de régime chaotique, les Congolais ont besoin de l'alternance politique. Quand jetteriez-vous l'éponge? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse, hein. Elle est, à mon avis, linéaire et simpliste. Je ne suis pas dans l'autosatisfaction, hein. Je reconnais les erreurs de notre gestion. Je reconnais que nous avons une grande partie de la responsabilité de la situation de crise économique, situation de crise financière, situation de crise sociale dans laquelle se trouve le Congo. Nous avons une part de responsabilité. Mais je me dis ceci, c'est bien de reconnaître, mais c'est mieux de corriger. Donc, restons dans la phase de la correction, voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation. Je ne suis pas dans une auto-satisfaction, au contraire, c'est une situation qui est pénible, voilà. C'est une situation qui est dramatique. Vous une sorte de contrition un peu quand même, à partir de Gabriel Dion. Est-ce que c'est l'homme qui est touché au fond de lui-même par rapport à cette situation? Alors, il faut savoir que, humainement parlant, je suis très touché. J'ai de la famille, je suis un homme politique, tout le peuple congolais, quand je vois des salaires qui ne sont pas payés, humainement parlant, il n'y a qu'un être humain qui peut se satisfaire de cette situation. Intellectuellement et politiquement parlant, je pense qu'il est de notre devoir, nous qui sommes au pouvoir, de pouvoir trouver des solutions pour que cette situation ne perdure pas. Ce n'est pas normal qu'on puisse rester comme ça, ne pas trouver... Il faut s'organiser, il faut réfléchir, prendre des mesures, reformer l'État, reformer le gouvernement, reformer les institutions, reformer l'économie, pour que nous puissions trouver des solutions à cette crise. Elle est structurelle, hein? C'est une crise qui est structurelle. Donc, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. À situation de crise, des mesures de crise. Or, pour le moment... Vous ne pouvez pas venir, en fait. Voilà, pour le moment, on ne les voit pas encore venir, oui. Et le peuple est dans l'attente. Donc, il nous appartient de prendre la mesure de la crise. Voilà.
Donc une question de Vivien Romain Manangou, que nous saluons au passage. Quelles sont les propositions du PCT pour sortir le pays de la crise? Quelle est la part de responsabilité de votre parti dans la crise actuelle? Bon, ça vous avez répondu en grande partie. Alors, quelles sont les propositions du PCT aujourd'hui, il faut dire pour sortir le pays de la crise? Aujourd'hui, il faut dire que officiellement, le bureau politique du comité central du Parti du travail, le PCT officiellement, n'a pas encore organisé une réunion de réflexion politique là-dessus et dégagé officiellement par la voie... Il n'y a pas une position officielle pour l'instant. Non, il n'a pas encore dégagé, il est dans la réflexion. Oui. Le PC est encore dans la réflexion. Enfin, n'a pas encore donné... la situation est quand même... Oui, mais il faut réfléchir, on ne peut pas faire les choses précipitamment. Hein. N'a pas encore donné les pistes officielles de sortie de crise. Cependant, individuellement, chacun de nous peut réfléchir sur les mesures qu'il faut amener, qu'il faut porter pour pouvoir... moi, je pense qu'il faut passer par de grandes réformes au Congo. Hein, des grandes réformes sur tous les plans, politiques, économiques, financiers, ainsi de suite. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une économie qui est monosectorielle, dépendante de l'extérieur, extravertie, dépendante d'une seule ressource qui est le pétrole. Depuis une quinzaine d'années, effectivement, l'État congolais, le gouvernement congolais, les gouvernements successifs se sont rendus compte de cette analyse. Elle n'est pas nouvelle. Hein, se sont rendus compte et le gouvernement est passé à ce qu'on appelle la diversification de l'économie nationale. Mais il faudrait savoir que quand on passe à la diversification de l'économie nationale, quand on veut diversifier l'économie en développant le secteur de l'agriculture, de l'élevage, les secteurs des services, les secteurs bancaires, ainsi de suite, il faut attendre. Il y a du temps, parce que le développement économique ne se décrète pas. Le développement économique, c'est un processus à long terme. C'est comme, vous le savez très bien, on a mis en place au Congo, depuis à peu près 8 ans, les zones économiques spéciales. Enfin, on attend toujours. Voilà. Bon. C'est un processus. Oui, oui. C'est-à-dire, on met en place les bases, les infrastructures, le cadre juridique, le cadre économique, le cadre législatif, et il appartient au peuple de s'approprier ce cadre-là pour mettre en place la dynamique qu'il faut. C'est comme les municipalisations accélérées. Les municipalisations accélérées avaient pour objectif de désenclaver l'arrière-pays. Oui. Les municipalisations accélérées avaient pour objectif de mettre en place les infrastructures de base. Oui. Une fois que c'est fait, il appartient aux opérateurs économiques, il appartient au peuple, il appartient aux citoyens, il appartient aux entreprises, aux agences économiques, de pouvoir s'approprier ces infrastructures pour mettre en place les entreprises nécessaires pour le développement économique. Donc, l'État s'occupe des activités macroéconomiques, mais les agents économiques doivent s'occuper des activités microéconomiques. Donc, l'État construit les routes. Ce n'est pas à l'État maintenant de mettre les entreprises tout au long de ces routes-là. Par exemple, les stations d'essence, les stations de carburant, les entreprises de lavage de sushi, les restaurants, ainsi de suite. Non, ça c'est le privé. Donc, le secteur public met les bases, pose les infrastructures de développement. Le secteur privé est là pour pouvoir accompagner cela en créant les emplois nécessaires, en créant les entreprises nécessaires. Vous parlez de réforme, Patrick Gabriel Dion, Vivien Manangou, juste pour compléter encore, il dit la première solution, n'est-ce pas épurer le passé avant de prétendre construire l'avenir? Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on regarde toujours le passé avant de pouvoir mettre en place une politique de il faut épurer, quasiment balayer tout. Bon, enfin, je ne sais pas, peut-être c'est cela. Je pense qu'il faut faire une analyse critique. Dans l'analyse critique de la gestion du PCT, de la gestion du pouvoir, il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Mais il y a aussi, hélas, des choses négatives. Il nous appartient, je l'ai dit et je me répète, il nous appartient de faire le bilan de cette partie négative et de trouver des solutions pour pouvoir corriger. Sanjkouma Lumfumu dit la chose suivante. Pensez-vous que Sassou soit un otage du PCT et de son entourage au point où il est incapable, en tant que président, de sanctionner sévèrement tout comportement déviant et relatif aux deniers publics? Peut-on dire que M. Sassou s'accommode du laxisme judiciaire parce que ça l'arrange? Tout un pays ne peut pas être dirigé par un individu. Vous le savez très bien. Le Congo, comme tout pays, a 3 grands pouvoirs. Ces 3 pouvoirs ne sont pas dans les mains du président Denis Sassou Nguesso. Il y a le pouvoir exécutif, qui est bicéphale. Vous avez d'un côté le président de la République qui préside, et vous avez d'un côté le gouvernement qui gouverne. Vous avez le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, qui est aussi bicéphale, 2 chambres, où nous avons l'Assemblée nationale, les députés font leur boulot, concevoir, voter les lois, et vous avez de l'autre côté le Sénat avec les sénateurs. Et le 3e pouvoir, vous avez le pouvoir judiciaire. Donc, on ne peut pas dire que le président Denis Sassou Nguesso puisse être
esclave du PCT ou peut être esclave de son clan. Non, c'est une personne qui a de l'expérience dans la gestion et dans la direction du pays. Vous l'avez dit, une trentaine d'années quand même au pouvoir. Il ne peut pas... Non, non, non. Mais je pense que, comme toute personne, sa gestion reste perfectible. Comme tout pays jeune, nous avons un problème de gouvernance. Je pense que notre gouvernance peut être améliorée. Et c'est dans ce sens-là que je prie, je demande au gouvernement congolais, je demande à tous les trois pouvoirs de pouvoir travailler dans ce sens-là, de pouvoir améliorer la gestion, la gouvernance du pays pour trouver la solution de sortir de cette crise. Il y a Bim Almaprel qui dit la chose suivante. Vous aviez dit la crise a commencé en 2014. Comment est-il que vous réfléchirez encore, 3 ans après, toujours à apporter une solution? Vous savez, les problèmes du développement économique, ce sont des problèmes à long terme. Hein. Ce sont des problèmes à long terme. Il est vrai que la crise a commencé en 2014, mais les effets en tant que tels ont commencé à se faire ressentir cette année-ci. Oui. Hein? Donc, de 2014 jusqu'à cette année-ci, je pense que globalement, et nous le savons tous, nous avons fonctionné, nous avons pratiquement épuisé les réserves du futur, et ce n'est que maintenant que nous commençons à sentir les effets de la crise. Certains disent, voilà, il y a un commentaire ici qui dit que les réserves du futur ont été transformées en dettes du futur. C'est une formule esthétique. Hein. Patrick Gabriel-Dion, vous avez donc Karel Banzouzi. Quel est votre avis sur les prisonniers politiques, notamment Gilles Fortuné Bemba, que nous rappelons en fait, qui est journaliste, qui est emprisonné? Que lui reproche-t-on? Je ne me prononce pas sur des sujets que je ne maîtrise pas. Je n'aime pas faire de l'aventure. Je sais qu'au Congo, nous avons une justice. Oui. Il est mieux de laisser à la justice de faire son travail. Une fois qu'elle aura fait son travail, à ce moment-là, on portera des jugements là-dessus. Ils sont en détention, on ne les a pas encore jugés. Le temps politique n'est pas le temps judiciaire. Laissons le temps judiciaire se réaliser. Et à ce moment-là, on peut apporter. Peut-être que le temps politique ira peut-être un peu plus vite que le temps judiciaire. Hein. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Alors, Patrick Gabriel Dion, vous avez Jean Bédard Ndit qui pose la question suivante. Salut, monsieur Dion. Dites-nous, depuis que vous êtes au pouvoir, plus de 25 ans, quelles sont les solutions concrètes que vous avez apportées aux Congolais sur le plan social? Sur le plan social, il y a beaucoup de choses. Hein. La crise, vous l'avez constaté, elle est née aujourd'hui, elle apparaît aujourd'hui là. Donc ça veut dire que depuis que nous sommes au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ça marchait. Ça marchait. Ce n'est qu'aujourd'hui, je me répète encore, suite à la chute drastique du prix du pétrole, du baril du pétrole, que les recettes ont diminué et l'État ne peut plus faire face à plus ou moins en cessation de paiement, sinon voilà, ne peut plus faire face à ses obligations. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'État faisait face à ses obligations. Les retraités étaient payés, les salariés étaient payés, le gouvernement fonctionnait bien, les budgets étaient votés et fonctionnaient, recettes, dépenses, il n'y avait pas de problème. Ce n'est que maintenant qu'il y a un problème. Donc maintenant qu'il y a un problème, réfléchissons-y, trouvons une solution. Je dis une fois de plus, nous avons une part de responsabilité. On ne peut pas l'éluder, on ne peut pas le refuser. Nous avons une part de responsabilité. Il appartient à Clément Mwamba, chef du gouvernement. Il appartient à son Excellence, le président de la République, en tant qu'exécutif, de pouvoir réfléchir sur les pistes de solution à notre crise. Vous insistez beaucoup sur les pistes de solution et il y a Armand Boko qui dit la chose suivante. En vous écoutant aujourd'hui, dit juste une proposition pour vous soulager et libérer votre conscience. Quitter le PCT et créer ou adhérer à un autre parti qui vous permette de vivre la plénitude de vos convictions qui n'ont rien à voir avec les faits sur le terrain. Car votre discours est à 1000 années-lumière de la réalité. Quand on adhère dans une formation politique, cher ami, c'est Armand Boko, c'est Armand Boko. Armand Boko, quand on adhère à une formation politique, on doit avoir des convictions. Oui. Alors, il y a deux choses dans la vie. Ou on reste éternellement dans l'opposition, on ne fait pas de la politique, on reste hors de la... Voilà. Et puis après, on porte les jugements, on fait les critiques, et les critiques constituent le métier le plus facile du monde. Ou on intègre une formation politique, et à ce moment-là, on peut le changer de l'intérieur. Moi, j'ai opté pour la deuxième voie. Depuis très jeune, j'étais membre de l'UJSC, Union de la jeunesse socialiste congolaise, et après, je suis rentré dans le Parti congolais du travail. Je sais que c'est un parti qui peut être reformé de l'intérieur. Je sais que c'est un parti qui est perfectible. Une fois de plus, c'est une organisation humaine. Donc, les êtres humains qui y sont ont des comportements qu'on peut reformer, qu'on peut corriger, qu'on peut... Voilà. Donc,
Nous avons une doctrine, nous avons une politique. Aujourd'hui, elle est l'épreuve de la réalité. Il nous appartient de nous remettre en cause, de corriger ça. Donc, je serai toujours membre du Parti Congolais du Travail. J'apporterai ma contribution réformatrice au sein du Parti Congolais du Travail. Un peu comme ce que fait actuellement votre ami, M. Djumali Senga. Non, Djumali Senga, c'est un opposant politique. Mais il est membre du PCT puisqu'il se réclame toujours du PCT. Conformément, c'est vrai, conformément au statut du Parti Congolais du Travail, c'est vrai qu'il a démissionné, c'est vrai qu'il est dans l'opposition, c'est vrai qu'il a suivi M. Charles Zachary Boao, c'est vrai qu'il... Voilà. Conformément au statut, disais-je, on attend le futur congrès pour qu'il soit exclu définitivement. Mais là, momentanément, il est exclu du Parti Congolais du Travail, puisqu'il a des activités qui sont contraires à notre idéologie, contraires à notre doctrine, contraires à notre... Voilà. Il est à tout moment dans les rues, de Paris avec l'opposition, en train de critiquer, de crier... Parce qu'il veut réformer aussi le PCT de l'intérieur. Non, c'est pas comme ça qu'on réforme le PCT de l'intérieur. Le PCT a des statuts. Le PCT a des normes d'organisation. Le PCT accepte le débat contradictoire en son sein. Donc c'est en son sein qu'on discute, qu'on débat. Et une fois qu'une voix majoritaire s'est dégagée, on se rallie à cette voix majoritaire. Ce qu'il n'a pas fait lui. Il était contre le changement de la Constitution. Un débat interne a eu lieu au sein du Parti Congolais du Travail. Il a exprimé son point de vue qui était diamétralement opposé à celui de la majorité. La majorité l'a emporté qu'il fallait changer la Constitution. Il devait normalement, en bon militant, se rallier à cette cause-là. Il n'a pas fait. Il est libre. Il n'était pas pour que le président de la République se représente. Mais il y a eu aussi un débat au sein du parti. Tous, majoritairement, nous nous sommes allés vers le soutien de la candidature de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Lui n'était pas d'accord. Il est libre, effectivement. Donc aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il est membre du PS. Il est dans l'opposition. Maintenant, on attend, bien sûr, conformément à l'esprit de nos statuts, le congrès qui aura lieu d'ici là, et à ce moment-là, il sera exclu officiellement. Voilà, en attendant l'exclusion de M. Djumali Senga, Patrick Gabriel Diong, vous êtes donc mon invité aujourd'hui dans 100% direct. Merci déjà d'avoir accepté. Il y a énormément de questions qui arrivent en ligne. On va toutes, je dirais, les poser. Vous nous en excuserez. Je pense que M. Diong aura le temps d'aller, dès qu'il sera libre, d'aller sur Internet pour revoir et répondre, soit directement. Alors, on va revenir sur, je dirais, une réflexion de Vieux Manangou, puisque je la trouve assez intéressante, et surtout par rapport aussi au discours que vous avez tenu. Hein. Le FMI... Voilà, donc FMI, la dette du Congo s'élève à 120% du PIB. Voilà, non, à 110% du PIB, voilà, c'est ça. Alors, pour comparaison, la dette du Cameroun, leader de la CEMAC, est à peu près du même montant, 9 milliards de dollars, mais avec un PIB 3 fois plus élevé, environ 25 milliards de dollars. N'est-ce pas là la preuve de la mauvaise gouvernance pour le Congo, quand on voit en fait deux pays quasiment... Ça c'est mon frère Manangou. Manangou, oui, Manangou, oui. Ok. Je suis très content que vous ayez abordé cet aspect économique, notamment financier, sur la dette. Alors, il faut savoir que la gestion de la dette est très complexe. Il est vrai que nous sommes à 110% du PIB. Le premier pays le plus endetté en Afrique, ce n'est pas le Congo, c'est l'Érythrée. Malheureusement, au niveau de la CEMAC, nous ne sommes pas le seul pays endetté. Tous les pays producteurs du pétrole de la CEMAC sont endettés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tributaires tous d'une seule recette principale qui est le pétrole. Le Gabon est endetté, le Congo est endetté, le Cameroun est endetté, le Tchad est endetté, la Centrafrique est endettée. Nous sommes tous endettés. Bien sûr, à des divers niveaux. Je le conçois, Congo, je vous comprends. Top, hein. Bien. Maintenant, cela veut dire qu'effectivement, nous avons une part de responsabilité dans cette gestion, dans cette gouvernance. Mais voilà pourquoi je vous ai quasiment dit... le seul politique à l'assumer aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est de la malhonnêteté intellectuelle, de la malhonnêteté politique que de refuser. Nous avons une dette qui est là. C'est nous qui gérons. C'est nous qui sommes aux affaires. Comment peut-on refuser que nous n'avons aucune responsabilité? Non, nous avons une part de responsabilité. Cependant, une dette s'accumule avec le temps. Donc, avec le temps, ce sont les différents gouvernements successifs qui se sont succédés dans le temps, qui sont à la base de cette mauvaise gestion de cette dette-là. D'une part. D'autre part, il y a des situations qui sont complexes dans la dette. Hein? Si vous prenez par exemple... bref, je veux seulement dire que la dette, nous l'acceptons. Nous sommes en pourparlers avec le Fonds monétaire international. Je sais de tout cœur que les pourparlers aboutissent.
Ils vont nous aider, comme ils ont aidé le Gabon, comme ils ont aidé le Cameroun, comme ils vont aider le Tchad. Ils vont nous aider et nous allons changer de fusil d'épaule. Je pense que nous sommes conscients de la profondeur de la crise. On va améliorer notre gouvernance de telle sorte que l'aide du Fonds monétaire international puisse permettre vraiment, de pouvoir résoudre le problème de la dette, d'autre part, de relancer l'économie nationale. Alors, relancer l'économie nationale, sauf qu'il y a Wilson Maurice et puis, je dirais, Judy Tsangou qui se dit la chose suivante. Wilson Maurice, l'eau et l'électricité, c'est aussi la crise? Non, je pense que l'eau et l'électricité, ce n'est pas la crise. L'eau et l'électricité, c'est un problème de gestion. Oui, donc la question de gouvernance. Alors, c'est un problème de gouvernance, dont la responsabilité est bicéphale, mon frère. Il y a une partie de la responsabilité qui est gouvernementale, mais il y a aussi une partie de la responsabilité qui relève des deux institutions, des deux entreprises publiques qui gèrent le courant, qui gèrent aussi l'eau, c'est-à-dire la SNE et la SND. Et le Premier ministre sans rentrer dans le détail. Qui a annoncé que voilà. ces deux Donc, entreprises... voilà, tout à fait. Oui. Donc, voilà pourquoi nous sommes d'accord avec son Excellence Clément Mamba, qui a proposé des réformes vraiment drastiques au niveau de ces deux structures-là, la SNE et la SNDE. Je récapitule, cher ami. Le problème de l'électricité, le problème de l'eau, une partie, c'est pas la crise, une partie de cette responsabilité incombe au gouvernement, mais une partie incombe à la mauvaise gestion de la Société nationale d'énergie et la mauvaise gestion de la Société nationale de distribution d'eau. Voilà, il y a Judy Tsangou qui pose la question suivante. Qu'en est-il de l'émergence d'ici 2025? Je pense que ce n'est pas la dette. La dette va peut-être un peu ralentir un tout petit peu, mais les objectifs restent ceux-là. C'est-à-dire que nous nous fixons comme objectif qu'en 2021 et 2030, nous aurons atteint les objectifs fixés pour être classés en tant que donc pays. Là, on remonte à 2030, on reprend 5 ans. Émergent. Non, on ne peut pas dire ça. Oui. C'est-à-dire que si nous améliorons fondamentalement sur le plan macroéconomique, c'est un problème en grande partie de gouvernance. Je reste optimiste, que si nous améliorons, nous perfectionnons notre gouvernance politique, notre gouvernance économique, notre gouvernance financière, si nous nous autodisciplinons, c'est de l'autodiscipline. Il faut qu'on soit discipliné. Si on est discipliné, on respecte les règles budgétaires. Si on est strict dans la gestion financière, dans la gestion économique, dans la gestion financière, on pourra toujours atteindre les objectifs de l'émergence. Tom Renaud dit la chose suivante, le CHU est fermé. Quel est votre commentaire? Je suis aussi malheureux que vous, aussi malheureux que l'ensemble du peuple congolais. Je suis humainement très sensible à cette situation parce que nous avons tous des familles. On ne peut pas effectivement être content de voir une situation comme ça qui est une situation difficile, où le peuple ne peut plus se soigner et que le plus grand hôpital, le centre universitaire hospitalier, puisse être fermé. Je suis vraiment très sensible à ça. Mon souhait, c'est effectivement, je pense qu'ils ont 6 mois de retard de salaire, que d'ici là, le gouvernement prendra ses responsabilités pour payer les différents arriérés et permettre à ce que le CHU puisse revenir à ses valeurs, dans un fonctionnement normal. Par ailleurs, je souhaite aussi dire que le problème du CHU n'est pas à 100% à mettre sur le dos du gouvernement. Je dirais peut-être 80%. Dans la gouvernance. Voilà. Voilà. Donc, il y a une partie du non-paiement des salaires du CHU qui incombe au gouvernement, mais une partie aussi qui incombe à la gestion interne du centre hospitalier universitaire. Parce que, vous savez très bien, peut-être que les gens ne le savent pas, mais il faut savoir que une partie des recettes, une partie du financement de l'organisation du fonctionnement du CHU est subventionnée par l'État congolais. Le gouvernement congolais verse au CHU une subvention. Mais une autre partie devait être le fruit des recettes dégagées par l'activité du CHU qui devait permettre un bon fonctionnement du CHU. Or, au jour d'aujourd'hui, la mauvaise gestion du CHU fait en sorte qu'ils sont tous tributaires. Ils sont tous en attente de la seule et unique subvention de l'État congolais. Et puisque l'État congolais est en crise, relativement aux cessations de paiement, on ne peut pas les payer. Et donc, d'où la situation. Alors, il faut quand même dire que c'est une crise de la CHU qui est très mal gérée. Est-ce que la ministre devait démissionner? Alors, nous ne sommes pas dans des contextes identiques, hein, parce que je vous vois venir, monsieur. Oui, si nous étions en Europe, vous savez, en Europe pour tout et pour rien,
on peut démissionner. Hein. Oui. On va en Suède, on va à l'autre là, rien que pour 30 euros, hein, un ministre qui a utilisé 30 euros du budget de son ministère pour payer un taxi, ben, il démissionne. Hein. On a vu là en Grande-Bretagne la semaine dernière, le ministre britannique qui a démissionné suite au problème d'attouchement, aux allégations. Juste des allégations, c'est même pas encore prouvé, hein, des allégations d'harcèlement sexuel, il a démissionné. Voilà, ça c'est le contexte européen. Nous sommes dans le contexte africain, c'est autre chose. Donc nous on peut comprendre, on peut pardonner, on peut continuer à gérer. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Je veux dire que d'autres mesures punitives, d'autres mesures peuvent être prises par le chef du gouvernement, par Clément Mwamba, vis-à-vis de ses ministres. Il n'est pas toujours dit que la seule punition, c'est la démission. Bon, par contre, je suis d'accord qu'au Congo, on est dans une culture de l'impunité. Il faut faire en sorte, avec Clément Mwamba, nouveau Premier ministre, que nous puissions cultiver la culture de la punition, la culture des obligations de résultats. Oui. Parce que tous les ministres, normalement, ils se croient toujours dans les obligations de moyens, alors qu'ils devaient être dans les obligations de résultats. C'est-à-dire que s'il n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés, la feuille de route qui lui a été fixée par le Premier ministre, s'il ne les a pas atteints normalement, le Premier ministre devrait prendre les mesures qui s'imposent, sanctionner. Oui. Or là, au Congo, on ne sanctionne jamais. Donc, on ne peut pas aujourd'hui commencer avec... Il faut quand même se poser la question si le Premier ministre tient vraiment ce gouvernement, parce qu'il y a eu 2 cas qui sont quand même assez flagrants. Concernant d'abord M. Ibombo, qui avait viré M. Castano de l'RPCE, finalement le Premier ministre avait pris un arrêté ou un décret disant qu'un ministre n'avait pas le droit de virer un directeur qui était nommé par le biais du Conseil des ministres. Or, Mme Mikolo, qui elle a viré Mme Ambiro, mais finalement le Premier ministre n'a rien dit. On se pose quand même la question s'il a vraiment autorité sur ses ministres. Alors moi je ne peux pas me permettre de dire l'inverse. Oui. Je pense que le Premier ministre a de l'autorité et a autorité sur l'ensemble de son équipe gouvernementale. Par contre, Mme Mikolo peut faire ce qu'elle veut. Quels que soient les aléas qui ont eu lieu récemment. Oui. Il a toujours de l'autorité, c'est toujours le Premier ministre. En tout temps, Mme Mikolo peut faire ce qu'elle veut, gérer mal la crise avec des malades qui sont transportés quasiment à dos d'hommes dans d'autres hôpitaux. Elle peut toujours continuer à rester là. C'est pénible, mais je pense que les tenants et aboutissants du dossier ne sont pas connus par nous. Et si le Premier ministre jusque-là n'a pas pu sanctionner cette dame, c'est parce qu'il doit avoir des raisons objectives. Est-ce que vraiment c'est elle qui est à l'origine de tout? Mais au moins c'est son ministère pour l'instant. Oui, c'est son ministère pour l'instant. Mais oui, ça n'exclut pas. Sa responsabilité est engagée. Tout à fait. Sa responsabilité est engagée. Ça, je suis d'accord. Ok. Et alors, il y a Christine Mankou qui pose la question suivante. Vous parlez de la succession des gouvernements qui sont responsables de la dette aujourd'hui, alors que vous êtes ceux qui sont battus corps et âme pour intégrer le Congo au PPTE. Qu'avez-vous fait de cet avantage que vous avez célébré? C'est un gros avantage. Merci de cette question. Un gros avantage qui nous a permis, bien sûr, l'effacement d'une grande partie de notre dette. Hein, le fait qu'on ait accédé au principe du PTTE, ça nous a permis d'effacer une grande partie de notre dette. Et le fait qu'on a épongé une partie de cette dette-là, ça nous a permis quand même de respirer financièrement et de rebondir. Ça, c'est de 1. Et de 2, on a vu quand même ce qu'on a pu faire en l'espace de 10 ans, sinon 10 ans, avec la série des municipalisations accélérées qui ont pu poser quand même les jalons d'un développement économique efficace. Maintenant là, les bases ont été posées, les infrastructures sont là, il appartient au secteur privé, il appartient aux opérateurs économiques, au peuple tout entier d'ailleurs, de s'approprier ces infrastructures pour les valoriser, pour apporter de la valeur ajoutée. Alors, 2 questions en une, hein. Je vais prendre, en fait, vous avez Bim Almaprel, quel est le budget de l'État pour l'année 2018? Il y a Vivien Manangou qui dit quasiment la même chose. Toujours pas de projet de loi de finances initial pour 2018, en violation flagrante de la Constitution. Est-ce que vous en savez un peu plus? Bon, je pense que la situation de crise, comportement de crise, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de crise où l'État est en train de tout faire, de se battre corps et âme pour pouvoir trouver les moyens financiers pour pouvoir payer, ne fût-ce que les salaires, tout et tout. Donc le budget 2018, pour l'instant aussi. Je pense que le budget 2018 n'est pas encore une priorité. Là, aujourd'hui, c'est pas une priorité, mais le moment viendra. On n'est pas encore à la fin de l'année, le moment viendra où l'Assemblée prendra ses responsabilités pour pouvoir voter le budget 2018. Toujours Bim Almabrel, je vois qu'il est très inspiré aujourd'hui. Quels sont les effets positifs de la Constitution de novembre 2016 sur le plan social et non politique?
Bon, mais écoutez, sur le plan social, je pense qu'il est trop tôt encore de pouvoir analyser les retombées, les effets positifs sur le plan social. Hein. Laissons-nous encore 2 ans, cher ami. Laissons-nous 2 ans, laissons-nous 3 ans pour pouvoir analyser la valeur ajoutée de la nouvelle constitution sur le plan social. Eugène Kevin David Koutadissa dit la chose suivante. Et oui, c'est ça la rigueur budgétaire. Comme dit l'adage, un sou est un sou. Les ministres ne doivent pas être au-dessus des citoyens lambda et cela n'est pas le propre de l'Européen. Massamba Deba le faisait en son époque. Je suis d'accord. Je partage. Voilà. Un sou est un sou. Oui. Si on veut vraiment aspirer à l'émergence, au développement économique, atteindre le niveau atteint par les pays dans lesquels nous vivons, il faut être très rigoureux financièrement. Un sou est un sou. Je suis d'accord. Patrick Gabriel, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition congolaise fait son travail? Je pense que est-ce que vous pensez que le PCT a en face de lui une vraie opposition qui lui permette en fait de se poser des questions? Alors l'opposition congolaise, nous le savons tous, c'est une opposition qui est divisée. C'est une opposition qui est divisée et cette opposition n'est pas constructive. Enfin, parce qu'elle n'a jamais été force de proposition. Regarde, M. Siamakoso, nous sommes en période de crise là. Là, nous sommes en période de crise. Qui fait l'opposition? Ben, si ce n'est pas critiquer. Mais c'est pas elle qui est aux affaires. Oui, mais je veux bien. Je veux bien. Oui. Mais lorsque vous critiquez, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire des propositions pour que ceux qui sont aux affaires, peut-être qu'ils seront en insuffisance, ils ne seront pas prolifiques, d'avoir des idées pour pouvoir changer les choses. Donc, il faut proposer. Mais je constate qu'aujourd'hui, l'opposition, que ce soit en France, que ce soit au Congo, sur le territoire national, n'est pas force de proposition. Vous louez les mesures accélérées. Si elles étaient bien pensées, pourquoi elles ne viennent pas en rescousse à la crise actuelle, dit Christian Farel? Le développement économique, c'est un processus à long terme. Là, on a fini avec la première partie de la mise en place des infrastructures de base. Maintenant, le peuple doit s'approprier, ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 5 ans, doit s'approprier toutes ces infrastructures-là pour créer les entreprises nécessaires, créer les emplois, créer de la richesse pour permettre justement le développement. Mais sans ça, il ne peut pas avoir de développement s'il n'y a pas ces infrastructures-là. C'est un choix politique qui a été fait. Salutations à vous aussi, Flavie Louya. Merci de suivre Ziana TV. Vous êtes en direct, c'est 100% direct. Mon invité est M. Patrick Gabriel Dion, qui est le président de la Fédération PCT France, avec lequel nous faisons plus ou moins, je dirais, l'analyse de l'actualité politique actuelle au Congo et sociale surtout. Alors, Patrick Gabriel Dion, on arrive quasiment vers la fin de cet entretien. Les camarades du PCT qui vous suivent, certains ont peut-être honte d'assumer le discours qui est le vôtre aujourd'hui en public, quand on sait le ressentiment qu'on a par rapport à la gouvernance qui a été la vôtre. Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce qu'ils doivent être un peu plus présents dans le débat ou bien rester toujours aux abords en attendant que la situation s'éclaircisse? Alors, la crise économique, la crise politique, la crise financière, aujourd'hui sociale même, qui sévit au Congo, doit interpeller tout homme politique, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, doit nous interpeller et nous conduire à une réflexion profonde, une réflexion politique, une réflexion économique, une réflexion financière, une réflexion sociale. Donc moi, j'appelle tous les militants du Parti congolais du travail, tous les militants de la majorité présidentielle, de s'investir dans une réflexion profonde afin qu'on puisse trouver les voies et moyens pour faire des propositions au gouvernement, faire des propositions à l'exécutif congolais pour que nous puissions sortir notre pays de cette situation. Pourquoi ici à Paris on n'entend que la voix du PCT et non pas celle d'autres partis de la majorité présidentielle? Très très peu, qui se cachent derrière vous puisque vous êtes quasiment l'arbre qui cache la forêt en fait. Il y a plusieurs partis ici à Paris mais qui ne s'expriment jamais sur la place publique par rapport à la situation actuelle. Alors il faut savoir que chaque parti politique a sa doctrine, a son idéologie et a sa politique de travail. Nous ne pouvons pas imposer aux autres partis de la majorité présidentielle une manière de faire. Mais nous pensons, nous, en tant que colonne vertébrale du pouvoir, en tant que parti congolais du travail, locomotive de la majorité présidentielle, il est de notre devoir de nous exprimer sur la place de Paris afin de pouvoir... Donc les autres peuvent continuer à se cacher, en fait. Bon, se cacher, j'en sais rien. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils se cachent. Mais on les entend jamais sur la place parisienne. Bon, ils ont peut-être aussi des interpeller en leur disant ils ont peut-être d'autres... Ils assument avec vous aussi, en fait, la situation actuelle. Ils ont peut-être d'autres formules, d'autres manières de pouvoir s'exprimer. Mais je suis d'accord avec vous, votre observation est pertinente. J'espère qu'ils nous entendent. Il est de notre devoir, pas seulement le Parti congolais du travail, mais toutes les formations politiques
qui font partie de la majorité présidentielle, nous devrions nous unir pour que nous puissions réfléchir ensemble pour trouver les pistes et solutions pour faire sortir le pays de la crise actuelle. Alors, en attendant, juste pour répondre à Destin Sita, qui pose la question sur votre slogan Congo émergent 2025,